Madame, Monsieur, bonsoir. 62 jours que l'état d'urgence sanitaire est en vigueur au Maroc. Il a été prolongé jusqu'au 10 juin pour arrêter la propagation du coronavirus. Conséquence logique de la fermeture des commerces non essentiels, la consommation des ménages plonge. Celle des biens durables est, elle, mise en stand-by. En Europe, tout comme au Maroc, l'acquisition d'une voiture n'est pas réellement au centre des préoccupations. En revanche, ceux qui fabriquent ces véhicules, les constructeurs automobiles, ont du souci à se faire tant leur chiffre d'affaires dévisse. En France, l'information relayée hier par un journal satirique a eu l'effet d'une bombe. Et si Renault venait à fermer 4 sites de production en France? Quel risque pour le Maroc alors que un peu plus tôt, il y a quelques jours, le comité des constructeurs français d'automobiles a affirmé que les groupes PSA et Renault, je cite, restent totalement impliqués dans leur site au Maroc. Fin de citation. L'industrie automobile fera donc l'objet d'un diagnostic ce soir en compagnie du vice-président de l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile, l'AMICA. Ce sera en première partie. En seconde partie d'émission, il sera question de formation professionnelle en temps de corona. Hier, devant le Parlement, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait le bilan de l'opération d'enseignement à distance. Selon Saïd Hamzazi, 800 000 heures de formation professionnelle ont été organisées. Et le point sur ce segment est l'évaluation de cette formation professionnelle à distance avec Souad Louzi, directrice de la formation au sein de l'OFPPT, l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail. Mais d'abord, l'automobile. Quelles sont les répercussions du coronavirus sur cette industrie et notamment au Maroc, mais aussi sur le marché de commercialisation des véhicules dans le royaume? Élément de réponse en compagnie de Sohail Jalil. Retour de manivelle dans l'industrie automobile. Comme la majorité des industries, le secteur automobile marocain n'a pas échappé aux effets dévastateurs du Covid-19. Ainsi, tous les indicateurs sont au point mort: production, commandes, exportation, emploi, chômage technique de salariés par milliers, renvoi de temporaires et annulation de projets. Les exportations, elles, ont accusé une baisse de l'ordre de moins 96% en avril et moins 86% en mars. Et à l'heure où certains redoutent une relocalisation de constructeurs installés au Maroc, Renault et le groupe PSA rassurent sur leur présence dans le royaume. En ce qui concerne le marché national, les immatriculations, elles, ont chuté brutalement de 61,66%, une dégringolade faisant passer dans le rouge la performance commerciale réalisée depuis le début de l'année. Si on considère l'année 2020, de janvier à fin avril, nous sommes sur une tendance maintenant à moins 36% par rapport à l'année dernière, à la même période. Pour l'heure, le Maroc espère une reprise rapide du marché automobile mondial, un impératif pour que le royaume atteigne son objectif de production d'1 million de véhicules par an pour un secteur constituant la première source de devises pour le pays depuis 3 ans, avec plus de 77 milliards de dirhams à l'export en 2019. Et depuis Casablanca par Skype, Youssef Hadda, vice-président de l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile, l'AMICA. Bonsoir Youssef Hadda. Oui, bonsoir madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, avant de parler de la situation du secteur, aujourd'hui, un nouveau foyer industriel a été déclaré à Casablanca. C'est sûr que c'est un coup dur pour le moral des industriels de manière globale. Je ne vise pas essentiellement les industriels du secteur de l'automobile, des milliers de personnes qui dépendent de ce secteur et aussi notre économie. Une réaction, et aussi, y a-t-il à ce jour eu un ou plusieurs foyers industriels dans le secteur automobile au Maroc? Donc, merci pour l'invitation d'abord. Avant de répondre à votre question, rappelons qu'aussi de crise et la perte de l'industrie est connue. À titre d'exemple, en 1929, la crise a occasionné aux États-Unis 10 millions de chômeurs en 6 mois. Avec le Covid, les 10 millions sont atteints en 2 semaines. C'est une crise de production, pas d'offres, pas de demande. Oui. Oui, le secteur automobile
et restera le premier exportateur au Maroc. C'est une décision stratégique prise par le gouverneur de Sa Majesté le Roi et qu'il faut le reconnaître, c'est une success story au Maroc. Très bien. Des sacrifices ont été consentis pour construire un écosystème efficace et efficient, qui est une expérience reconnue après des constructeurs automobiles et équipementiers et qui font la confiance au Maroc. Cet écosystème s'avère plus compétitif que beaucoup de concurrents. Voilà. Très bien. Alors, je reviens à ma question. Y a-t-il eu un foyer ou plusieurs foyers de contamination dans les sites de production du secteur automobile? Oui, en effet, c'est un secteur névralgique important pour notre économie, premier exportateur, vous l'avez rappelé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des foyers de contamination? Oui, effectivement, on a localisé certains foyers. Maintenant, bon, il y a un traitement et on travaille avec les autorités pour combler à cette problématique-là. Très bien. Alors, passons à présent justement. Quelles sont aujourd'hui, est-ce que les mesures sanitaires, bien sûr, beaucoup de mesures sanitaires ont été déployées pendant la période où la production était à l'arrêt? Est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez les bouchées doubles par rapport à ces mesures de protection, ces mesures sanitaires? Donc, la plupart des entreprises qui opèrent dans le secteur automobile au Maroc, c'est des entreprises internationales. Donc, on a profité de l'occasion de l'arrêt pour déployer, mettre en place, former, sensibiliser nos salariés et mettre en place un protocole sanitaire draconien pour faire face au risque de contamination. Très bien. Donc, le redémarrage progressif est déjà en marche. À combien de capacité de production sommes-nous aujourd'hui au Maroc? Bon, de toute façon, le démarrage a été oral. On a par rapport au risque de contamination, donc on a fait un I à la demande aussi, bon, il faut le reconnaître. On a fait les deux constructeurs et les équipementiers, ils ont redémarré avec un moyen de 35%, on peut dire aujourd'hui. On doit respecter le protocole sanitaire qui exige la distanciation sociale, puis le ralentissement des commandes. Voilà. Alors, vous parlez ici des constructeurs. Qu'en est-il du reste de la chaîne de production, notamment les fournisseurs? Donc, chaque constructeur, il a un écosystème autour de lui. Ces gens-là, ils en suivent proportionnellement leurs clients. Ils ont démarré également doucement, avec un respect total des mesures et des mesures barrières prescrites par leur groupe et par le gouvernement. Vous avez dit que le secteur automobile était le premier exportateur au Maroc. Pensez-vous que ce secteur-là va garder la pole position, notamment après cette grave crise inédite qu'il subit actuellement à cause du coronavirus? Oui, avec la crise aujourd'hui, c'est une crise soudaine frappante. Il a mis 4 milliards de personnes en confinement partout de l'Hexagone. Mais ceci dit, oui, le secteur automobile restera le premier secteur exportateur. C'est une décision stratégique prise par le gouvernement de Sa Majesté qu'il faut le reconnaître. C'est un succès story au Maroc. Parce qu'il y a des sacrifices qui ont été consentis pour construire ce écosystème efficace. Et ce écosystème, c'est une expérience reconnue par les constructeurs, par les clients automobiles, dont ils font confiance au Maroc. Cet écosystème s'avère plus compétitif que beaucoup de nos concurrents. Alors, puisque vous parlez de cela, cela nous mène aussi à cette question de relocalisation, un terme qui revient de plus en plus, et ce depuis quelques semaines maintenant. On parle de la période post-Covid, de relocalisation d'industries, notamment européennes, de la Chine vers d'autres pays. Alors, parlons du Maroc, parlons du cas du Maroc. Hier, donc, il y a eu cette information qui reste bien sûr à confirmer. Le constructeur français Renault pourrait fermer 4 sites en France. Qu'en est-il du Maroc? Le Maroc, c'est parmi les sites les plus compétitifs au monde de Renault. Et c'est un business model différent des systèmes européens.
Donc pour les 10 000 emplois, sur les 2 sites que compte le constructeur français au Maroc, il n'y a pas de risque de fermeture ou peut-être même de baisse d'effectifs. Aujourd'hui, selon les études aujourd'hui, prospectives, donc le marché connaîtra une baisse de la demande. Aujourd'hui, on verra cette année de 30%. Ça veut dire qu'il y a des restructurations à faire pour améliorer le coût. On ne peut pas rester comme avant le Covid. Mais le Maroc pourrait être épargné car il est relativement très compétitif. Très bien. Alors, pour revenir justement à ce secteur, mais de manière beaucoup plus globale, le marché de l'automobile, Youssef Hadda, souffrait déjà avant cette crise du Covid. D'ailleurs, en décembre, c'était l'assureur Crédit Coface qui a testé que l'industrie automobile mondiale passe par une période de turbulence à cause de réglementations de plus en plus strictes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie automobile mondiale est-elle au pied du mur ? Donc, de toute façon, pour le cas de Maroc aujourd'hui, dans cette crise, là, il y a des problèmes, il y a des menaces, il y a aussi des opportunités qu'il faut bien exploiter. Donc, au Maroc, nous avons un outil de production rodé, compétitif. On a une main-d'œuvre hautement qualifiée. On a un écosystème qui fonctionne. Nous avons la proximité des centres de production de nos clients européens et africains. Et puis, il y a un point très important, le coronavirus, le Covid-19, va transformer la chaîne de logistique basée en Asie. Donc, les décideurs politiques et industriels européens envisageant l'internalisation de certains produits et productions, ce qui n'est pas évident pour des raisons de coût et de savoir-faire chez eux. La solution Maroc serait pertinente et ce, grâce à nos accords de partenariat avec la communauté européenne et avec les pays africains. Très bien. Alors, quelles sont les mesures entreprises par le Maroc justement pour inviter plus de constructeurs hors des constructeurs français à venir justement s'installer et investir au Maroc ? Au Maroc, aujourd'hui, il n'y a pas que les constructeurs. Donc, on a les deux constructeurs, dont un, il fabrique déjà des voitures électriques dernière génération, qui va chambouler la mobilité des Européens et qui va aider au déconfinement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, parmi les slogans marketing, il va dire notre voiture va aider à déconfiner fluidement et facilement. Ça, c'est déjà, cette voiture, elle est fabriquée au Maroc. Il y a également aujourd'hui les équipementiers. Le Maroc, il livre la plupart des constructeurs mondiaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'au Maroc, on fabrique des composants on peut pas citer les marques, mais pour les marques les plus prestigieuses au monde. Aujourd'hui, avec nos 220 équipementiers, donc on livre 78 pays. Donc, Donc le Maroc, on a des opportunités intéressantes. On reste positif. En ce moment, moi, je connais des sociétés qui sont en train de chercher des bâtiments pour localiser des productions en plein Covid. Très bien. Juste pour terminer, est-ce qu'il y a des emplois qui ont été détruits depuis cette crise du Covid, que soit-il des emplois fixes ou en intérim ? Pour l'instant, aujourd'hui, donc parce qu'on est sous confinement, il y a un manque de visibilité. On a démarré doucement avec le respect total de confinement et des risques et des instructions de sécurité. Certainement, il y aura une restructuration. Le marché aujourd'hui, l'emploi, on a 180 000 personnes, 220 équipementiers. On a pris de temps pour construire cette base de production et de savoir-faire. On doit absolument le conserver. On doit absolument les conserver pour le post-crise. Parfait. Merci beaucoup, Youssef Hadda, vice-président de l'Association marocaine des industries et du commerce automobile. Merci. Merci, c'est moi.
et confinement oblige, les entreprises optent pour le télétravail. Et chez les établissements d'enseignement, l'heure est à l'enseignement à distance, comme c'est le cas à l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, l'OFPPT. Souhail Jalil nous en dit plus dans son papier. L'OFPPT passe au e-learning. Pour assurer la continuité de ses formations, l'Office a mis en place des supports de formation à distance permettant aux apprenants de poursuivre leur formation sous la supervision de leur encadrant. Une initiative rendue possible grâce à des classes virtuelles et via la technique visioconférence. Ainsi, plus de 900 000 heures de formation ont été dispensées. Un dispositif concernant toutes les filières et tous les niveaux de formation. Des contenus de formation spécifiques ont été créés et seront maintenus même après la fin de la pandémie. Et l'ingénierie des filières, elle, prendra désormais en compte la partie e-learning. Celle-ci a été concrétisée grâce à l'expertise interne de l'OFPPT et le recours à l'expertise externe nationale et internationale. Pour l'heure, plus de 3200 contenus de formation ont ainsi été réalisés à travers 26 plateformes de formation, ce qui permet à l'OFPPT de continuer à dispenser ses cycles de formation sans interruption et à la grande satisfaction des étudiants. Et notre deuxième invitée par Skype depuis Casablanca, Souad Lozi, directrice de la formation au sein de l'OFPPT. Bonsoir Madame Lozi. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bonsoir Léla. Bonsoir et bienvenue à vous. Alors, tout d'abord, comment au sein de l'OFPPT vous êtes-vous organisé pour cet enseignement à distance? Justement. Face à cette pandémie et en vue justement de s'aligner aux orientations, aux mesures prises par le gouvernement pour anticiper la propagation de cette pandémie au sein de nos stagiaires et au sein de notre personnel, la formation a été arrêtée au sein des établissements et on a été contraint de passer à une nouvelle version de formation via l'Internet, via des outils appropriés. Nous avons mis en place justement des classes virtuelles pour assurer la continuité pédagogique, pour permettre à nos stagiaires de suivre leurs cours de formation selon des emplois du temps arrêtés par leur établissement et encadrés par leurs propres formateurs. Là, justement, l'OFPPT s'est organisé de façon à dupliquer la formation en présentiel en formation virtuelle. C'est-à-dire le stagiaire, il continue sa formation avec son propre formateur, avec un emploi du temps qu'il reçoit et qu'il doit suivre avec son établissement. Quels sont les moyens de... Pardon. Allez, oui. Quels sont les moyens de transmission que vous avez privilégiés justement? On a commencé, comme ça a été présenté au niveau de reportage, par des classes virtuelles, c'est-à-dire via des visioconférences, où le formateur est en interaction directe avec son groupe de stagiaires. Et vu quelques difficultés, parce qu'on assure un suivi régulier des résultats et de bilan de cette nouvelle expérience qu'on est en train de s'adapter au fur et à mesure, et on s'est élargi vers d'autres outils qui permettent une meilleure accessibilité pour assurer une meilleure couverture, ce qui nous a permis d'améliorer nos performances en termes de présence et en termes de réalisation d'heures de formation. Comment on peut parler d'apprentissage à distance pour des métiers parfois manuels ou des formations manuelles? Tout à fait. Donc la formation professionnelle, elle est répartie en plusieurs niveaux. Il y a les techniciens spécialisés, les techniciens, les qualifs et les spécialisations. Et effectivement, le rythme de mise en ligne des différents contenus, il varie selon les spécificités de chaque filière. Et effectivement, on a commencé, parce qu'il y avait une réactivité importante pour mettre en ligne toutes les formations qui peuvent être mises en ligne dans l'immédiat. Et au fur et à mesure, les équipes pédagogiques, ils ont travaillé sur des contenus plus appropriés qui permettent justement de toucher la partie pratique des différents contenus. Et il y avait des contributions mises en ligne au fur et à mesure. Et on a fait appel à nos partenaires pour mettre en place des vidéos, des capsules de formation qui sont basées sur des simulations, sur des études de cas. Vous avez évoqué tout à l'heure le bilan de cette expérience. Alors, un bilan déjà premier de cette expérience de formation à distance.
maintenant, ça fait 2 mois que le confinement a commencé et on est globalement dans un bilan assez positif puisque on a 10 000 groupes à peu près qui suivent des formations en ligne et on a assuré plus de 300 000 séances de formation à distance, ce qui nous a permis justement de réaliser plus de 900 000 de formations au profit de nos stagiaires. Et pour assurer un suivi qualitatif de ce que nous offrons à nos stagiaires, et qui pour nous permettre de s'adapter et d'améliorer notre approche, il y avait une enquête qui s'est déroulée auprès des stagiaires pour mesurer leur satisfaction, pour décerner s'il y a des pistes d'amélioration à apporter. Et globalement, les stagiaires qui ont pu suivre la formation en ligne sont très satisfaits. Surtout pour les groupes, il y avait de l'activité en termes d'échange de contenu, d'accompagnement un peu plus actif des formateurs et d'échange de devoirs. Les stagiaires ont été très, très satisfaits. Ceci dit, on n'a pas touché l'ensemble et on continue à améliorer notre couverture pour toucher l'ensemble des stagiaires. Et puisqu'on parle évaluation, qu'en est-il des examens ? Comme ça a été présenté par Monsieur le ministre, les dispositions, le processus d'évaluation va connaître quelques changements pour s'adapter au contexte, mais dans le respect de l'équité et de l'égalité des chances de nos stagiaires. Donc, ce qui a été décidé pour la formation professionnelle, c'est que pour la première année, la réussite des stagiaires va se baser sur les résultats des contrôles continus, sur les résultats des EFM et les conseils de classe. Et les résultats des contrôles continus des EFM concerneront les modules qui ont été assurés avant le confinement. Donc, il est très important de le souligner et de souligner aussi que la décision de réussite, il incombe justement à ce conseil de classe qui est le mieux placé pour connaître les stagiaires et leur potentiel, pour avoir une grande marge de décision par rapport à leur réussite. Sachant que les stagiaires qui vont être admis en deuxième année, il y aura un programme de formation qui sera renforcé pour leur permettre d'acquérir les compétences prioritaires qui n'ont pas été justement enseignées en première année vu le confinement. Quels sont le process et les procédures à suivre pour justement la prochaine rentrée ? On parle déjà de septembre. Avant de parler de la prochaine rentrée, j'aimerais juste faire la différence parce qu'on a parlé de la première année. Pour les niveaux qui seront concernés par les diplômes, c'est aussi important et on attend de l'information, c'est que pour ces niveaux-là, ils auront des examens en septembre pour tout ce qui est niveau technicien spécialisé, technicien et qualification. Et pour le niveau spécialisation et qualification optimisée, leurs examens vont se dérouler en novembre pour leur permettre d'assurer les rattrapages nécessaires. Vu, comme vous avez parlé tout à l'heure, des niveaux S et qualif optimisés avec une bonne dose de pratique et qu'il faut se rattraper sur ce côté-là. Pour les TS, les techniciens et les qualifications, il y aura un programme de révision qui sera lancé avec les formateurs qui se sont mobilisés depuis le début pour assurer cette formation en ligne. Ils sont auprès de leurs stagiaires pour permettre l'acquisition des compétences et leur permettre d'avoir le profil adéquat en fin de parcours. Il y a même la possibilité d'organiser au besoin, et si c'est nécessaire, des séances de révision en présentiel quand c'est vraiment nécessaire. Et pour répondre à votre question en termes de rentrée, vu que septembre, il y aura toute la partie évaluation, la rentrée sera décalée pour octobre, ce qui va nous laisser le temps aussi de permettre aux jeunes qui se sont inscrits en ligne, parce que ça fait maintenant depuis le 8 mai, l'inscription elle est ouverte en ligne pour tous les niveaux. Ce qui est nouveau pour cette année, on s'est adapté de façon à permettre aussi pour les niveaux spécialisation et qualification de s'inscrire en ligne. Donc tous les niveaux sont concernés par l'inscription en ligne. Déjà maintenant, on est à 29% en termes d'inscription. Il y a plus de 40 000 candidats qui se sont inscrits en ligne. Donc on va continuer l'inscription en ligne tout au long du confinement. Et le process d'admission va être continué après le déconfinement en termes ce qui va permettre aux jeunes de se déplacer vers les établissements et de concrétiser leur inscription. Il faut juste souligner que pour le TS, donc ce qui est lié au bac, donc la délibération va dérouler après la proclamation des résultats de bac.
Et pour les niveaux techniciens et qualifications qui sont concernés par des tests, leurs tests vont se dérouler eux aussi en septembre. Donc il y a toute une organisation qui va se mettre en place. Et j'ai entendu les orientations de Monsieur le ministre par rapport aux dispositifs à prendre, aux dispositions à prendre au niveau d'établissement. On va aussi s'aligner, mettre les mesures sur place pour pouvoir gérer les flux des différents stagiaires et candidats dès la reprise de la formation, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Souad Louzi, directrice de la formation au sein de l'OFPPT, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho. C'est tout pour ce soir. Rendez-vous demain à 21h pour de nouvelles questions qui intéressent l'économie de notre pays et dans le monde. D'ici là, prenez bien soin de vous.